conversation autour de l'exposition Plaisir solide. Bienvenue également aux artistes et à Hélène Soumaré qui nous a rejoint ici à Aix-en-Provence pour cette conversation. Celle-ci est l'occasion d'un temps d'échange autour des résidences et des recherches respectives d'Hélène Bélanger et de Charlotte Perrin, initiées au 3 Bicef. Gaston Bachelard affirmait qu'une intuition ne se prouve pas, qu'elle s'expérimente. Ici, l'intuition fut celle en 2019 de l'invitation dans l'espace partagé de l'atelier à deux pratiques distinctes, inconnues l'une de l'autre, en misant sur le pressentiment d'une rencontre, d'une porosité possible, en faisant le pari de cette rencontre aussi bien humaine qu'artistique. Aujourd'hui, la dernière ligne droite du montage de l'exposition est tout juste passée. L'intuition fait place à la justesse des formes qui se répondent l'une l'autre et la force qu'ensemble les œuvres acquièrent dans l'espace du 3 Bicef. Du report de cette exposition, initialement programmée au printemps 2020, les artistes n'en ont pas seulement pris leur parti, elles ont mis à profit ce temps suspendu pour s'engager dans la réalisation d'œuvres nouvelles, et ce, dans une prise de risque qui marque un tournant dans leurs pratiques respectives. Je vais vous présenter nos invités. Donc, à ma gauche, Hélène Bélanger, qui est une artiste plasticienne installée à Marseille. Suite à un cursus universitaire en droit et en histoire de l'art, elle se spécialise en photographie et en art contemporain. Diplômée de l'École nationale supérieure de photographie d'Arles en 2016, son travail s'inscrit dans la lignée des artistes iconographes, que ce soit par la collecte d'images, leur détournement, la réappropriation, ou bien encore dans cette exposition par l'installation, elle interroge notre rapport aux images. Charlotte Perrin, juste à côté de Hélène, est une artiste installée en Allemagne depuis 2011. Elle vit et travaille à Wuppertal. Elle est diplômée de l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy. Après des études artistiques à l'Université d'Aix-Marseille, à la School of Visual Art Satford de Manchester et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dans son travail, elle s'intéresse au processus de fabrication des objets, leur matérialité et leurs usages. Elle utilise consciemment des matériaux marqués par un aspect fonctionnel et esthétique. Elle en étudie l'histoire et les propriétés, autant que celles des lieux dans lesquels ses œuvres s'inscrivent. Qu'elle intervienne par la sculpture ou de manière graphique, demeure cette attention à l'évolution sociale des architectures dans lesquelles nous évoluons et que nous faisons évoluer par notre simple usage. Hélène Soumaré, encore, merci beaucoup d'être parmi nous ce matin, est professeure de philosophie et doctorante en sciences de l'art. Elle poursuit en ce sens une recherche sur les formats de l'exposition. Elle est également chercheure affiliée à la Aide de Genève. Elle mène depuis quelques années une pratique de critique d'art et écrit régulièrement pour des revues telles que Hors d'œuvre et Point contemporain. Enfin, elle a intégré il y a près d'un an le pôle recherche et écriture de l'artist run space Le Wonder, situé en région parisienne. Avant de passer la parole à Hélène Soumaré et de débuter cette conversation, juste vous dire quelques petits mots sur le 3 Bicef, d'où nous vous parlons aujourd'hui. Le 3 Bicef est un lieu de recherche et de création contemporaine pluridisciplinaire situé dans le centre hospitalier psychiatrique Montperrin à Aix-en-Provence. Ce projet est né en 1983 à l'initiative d'artistes plasticiens, de psychiatres et de soignants. Son nom est celui que portait ce pavillon d'enfermement pour femmes, construit au milieu du XIXe siècle. Il est le pendant du 3 bis H, des hommes. Depuis maintenant près de 40 ans, le 3 Bicef accueille et accompagne des artistes plasticiens et des compagnies en spectacle vivant. L'ensemble de ces propositions, qu'il s'agisse d'expositions, de spectacles ou bien de temps de pratique collective avec les artistes, sont ouvertes à tous et à toutes. De la même manière, cette conversation qu'Hélène Soumaré va guider vous est ouverte. Je vous invite à prendre part à cet échange par vos questions, auxquelles nous répondrons en dernière partie. Alors merci beaucoup pour l'invitation, Hélène, Charlotte et Diane. Je suis très contente d'être là. Alors on pourrait commencer par peut-être dresser une forme de liste, les items que travaille et que traverse cette exposition, qu'elle met en lumière. Comme si un peu cette conversation était une sorte d'environnement numérique et que le temps de la conversation qu'on va passer ensemble là soit une façon de s'y déplacer, voilà, déambuler un peu dans son paysage
Alors la liste, elle pourrait être celle-ci, toutes les choses qui sont travaillées dans l'exposition, la question de l'injonction au bonheur, la question de la place du virtuel dans nos vies, la question du design, de l'architecture, de l'olfaction et de l'imaginaire autour de l'odeur, la question des formats, de l'économie de la matière, de l'histoire des techniques, la question de la couleur, de l'ambiance. Il y a une liste comme ça qui commence à se constituer. On n'aura pas le temps de tout traiter, mais on va essayer de naviguer entre ces différentes stations. Et on pourrait commencer par celle-ci, cette notion qui est une manière d'entrer dans l'exposition, un enjeu assez central, et qui pourrait être cette question du bonheur et du bien-être. On remarque aujourd'hui, en tout cas dans la société dans laquelle on vit, qu'il y a une forme d'injonction au bonheur, une espèce d'injonction sociale, et en même temps que l'on voit apparaître par rapport au fait que cette question du bonheur, c'est devenu un enjeu pour l'économie, pour la politique aussi. C'est une donnée qu'on a l'impression qu'on peut mesurer, qui devient mesurable et qui génère du coup tout un tas de réflexions, de considérations, de dispositifs. C'est une injonction qui est assez paradoxale parce que du coup, à partir du moment où elle devient une injonction, elle crée une forme d'angoisse. Voilà, il faut y répondre. Et vos deux œuvres traversent cet enjeu-là. Charlotte, toi, tu réfléchis notamment, pas exclusivement, mais notamment à cette question un petit peu ambiguë de à quel moment un espace est chez moi, à quel moment je considère que cet espace-là, c'est ma bulle, c'est mon endroit. Et du coup, cette frontière très, très complexe, très labile, entre l'extérieur et l'intérieur, tu mobilises dans tes œuvres le design, le mobilier, tu réfléchis à comment les intérieurs se sont agencés, l'histoire un petit peu de ça. Et toi, Hélène, par rapport à cette question du bonheur et du bien-être, tu y réfléchis notamment au travers de ce qu'on peut appeler l'apicratie, voilà, et toute cette injonction au bonheur que l'on retrouve dans les réseaux sociaux, certains réseaux sociaux, certains usages numériques. Alors peut-être qu'on pourrait commencer par toi, Charlotte. Est-ce que cette notion-là du bien-être, du chez-soi, une question un peu du confort, est-ce que c'est quelque chose qui te travaille depuis longtemps? Est-ce que c'est arrivé pour cette exposition? Et comment tu as essayé de l'attraper dans les œuvres que tu présentes ici? Oui, alors en fait, c'est vrai que quand je suis arrivée ici, j'ai vraiment fait des recherches, on va dire, j'ai pris le temps de faire des recherches un peu plus poussées sur notamment l'architecture moderne. Donc, au moment où il y a eu une transformation et une restructuration, ou du moins une nouvelle pensée en fait sur comment créer de nouveaux logements après-guerre et reconstruire. Et en fait, c'est vrai que cette question-là du bien-être, de combien en fait, par exemple, de place a besoin un humain pour se sentir à l'aise, on va dire le minimum vital dont il a besoin, et puis aussi comment doivent être agencés les intérieurs. Donc du coup, les architectes aussi ont commencé à réfléchir à l'intérieur donc, des architectures, pas seulement donc du coup sa structure, mais aussi de penser en fait des usages à l'intérieur de ces logements. Et donc du coup, c'est vrai que cette question est devenue importante, comme tu le soulignes, de comment en fait le corps se déplace, comment le corps utilise l'espace et de quoi il a besoin. Donc oui, ça se retrouve effectivement dans plusieurs pièces qui sont dans l'exposition. Et est-ce que tu veux nous parler d'une en particulier? Tu veux qu'on fasse un petit focus sur du coup ces panneaux mobiles? Oui, alors je les ai appelés aménagements domestiques variables. Variables parce qu'ils sont en fait mobiles et que le visiteur en fait peut les déplacer. Donc c'est 4 éléments qui sont à peu près identiques, c'est-à-dire qu'ils ont la même structure courbée, mais ils ont en fait ils sont recouverts partiellement de panneaux. Donc il y a des ouvertures aussi à certains endroits et qui sont du coup pour chaque panneau disposés de manière différente.
Comme ils épousent la même courbe, on peut à la fois les mettre ensemble et donc ils prennent très peu de place, donc ils sont juxtaposés. Ils sont activables par le visiteur. On peut ou alors on peut les déplacer donc individuellement ou en groupe ou créer une forme avec les 4 ou seulement 2. D'accord. Donc c'est aussi une manière de ne pas figer les formes, mais aussi une interaction physique. Donc on peut vraiment les déplacer facilement puisqu'ils sont sur roulette et on peut s'insérer à l'intérieur ou du coup si on est à l'extérieur de la courbe on peut se sentir exclu. Donc il y avait aussi cette question de l'intérieur et de l'extérieur. Oui, qu'est-ce qui fait la frontière et de peut-être être à l'abri des regards à l'intérieur ou ça, c'est un espace où on peut être caché et apercevable. Et qui offre aussi plusieurs vues, qui segmente aussi un peu l'ensemble des éléments qui sont dans l'espace d'exposition. Donc, ils peuvent soit les cacher, soit les révéler si on le déplace. Ok. Donc, il y avait aussi ce jeu de différents points de vue, perspectives. C'est ça, parce que ça joue avec l'espace d'exposition. D'accord. Et pour toi, Hélène, peut-être qu'on pourrait essayer de commencer à entrer dans cette exposition et dans tes œuvres avec cette notion-là. Je sais que tu t'es beaucoup intéressée du coup donc toi tu viens de la photographie, tu as une formation de photographe, tu es beaucoup intéressée à la manière dont les images circulaient sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Et du coup, à la faveur de cette exposition-là, tu as développé toute une recherche, en tout cas, ce qui t'a interrogé, c'est cette notion d'apicratie, d'injonction au bonheur et de façon dont on se met en scène et dont ces images jouent nos vies. Tu voudrais nous en parler ? Oui. Oui, alors avant de développer vraiment le concept de bien-être et d'apicratie qui a vraiment irrigué toutes mes recherches, j'aimerais bien revenir sur comment j'en suis arrivée à ces recherches, puisque c'est assez nouveau dans mon travail. Déjà, pour revenir à la genèse de ce projet, Charlotte et moi répondu à un appel à candidature et Diane Pigeot donc, a repéré nos 2 dossiers, nos 2 manières de décrire notre manière de travailler. Et elle s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui résonne, ça a l'air intéressant, je vais les inviter toutes les 2 à travailler ensemble dans l'espace de l'atelier. Moi, quand j'ai envoyé ma candidature aux 3 Biceps, je revenais d'un workshop que j'ai mené au lycée Jules Michelet, à Montauban. Et on avait travaillé sur le réseau social Instagram avec une classe de lycéens, art plastique et histoire de l'art. Et je voulais travailler sur les réseaux sociaux Instagram avec eux, puisque je travaille en général à partir de collections d'images et de détournements. Et c'était un réseau que je n'utilisais pas. J'avais un petit peu peur de ce réseau qui avait l'air de happer mes collègues, mes amis. Et moi, j'avais une certaine défiance envers ce réseau, mais je trouvais que c'était une belle manière de rentrer dans ce travail, dans ce projet, dans ce réseau social avec eux. Et donc, je leur ai donné des mots clés pour commencer des collections d'images, notamment piscine. Donc, à partir du hashtag piscine, ils devaient créer des collections d'images et des détournements. Donc, ça a été 2 jours assez merveilleux. C'est vrai que j'ai trouvé que les formes qui ressortaient étaient assez étonnantes. Notamment des piscines de toutes les formes possibles, des hashtags hot dog legs avec des jambes qui ressemblent à des saucisses. Donc je trouvais ça assez intéressant et je me suis dit tiens, il y a quelque chose d'assez drôle et absurde dans ce flux d'images qui concentre des images tellement différentes. Et c'est à ce moment-là que l'appel à candidature du 3 Biceps est sorti et je me suis dit je vais proposer un travail sur ce flux d'images qui peut ressortir de l'absurde. J'ai envoyé ma candidature, donc je crois que c'était au printemps 2019. J'ai eu la chance d'être sélectionnée, donc je suis arrivée en septembre 2019 ici. Et je dois dire que ça a été assez dur pour moi de travailler sur ce réseau social qui était assez déconnecté de cet environnement très chargé en histoire. Quel environnement ? L'environnement du 3 Biceps, mais du centre hospitalier Montperrin, du centre de l'hôpital psychiatrique Montperrin. Oui, la jonction entre les deux. Voilà, il y avait une vraie, pour moi, déconnexion à travailler sur ce réseau social dans un espace aussi chargé en termes d'histoire.
Et du coup, j'ai commencé, alors j'ai déjà mené plusieurs sessions avec des usagers du 3BIS-F, aussi bien des patients que des personnes extérieures. On a fait beaucoup de collections d'images sur les réseaux sociaux, de détournements. Il y avait quelque chose qui sonnait faux, en fait, dans cette déconnexion et ce manque de travail in situ. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux archives du centre hospitalier Montperrin, notamment la documentation qui se trouve dans les bains-douches, qui est entre le 3BIS-F et le 3BIS-H. Et à la base, je voulais faire des recherches sur la bulle, puisque je m'intéressais à l'époque à la bulle de filtre. Donc, comment, en likant sur son fil d'actualité, tel post, puis tel post, on se retrouve avec un fil d'actualité qui est à chaque fois très personnalisé. Donc, cette bulle de filtre m'intéressait. Je me suis dit, tiens, je vais faire des recherches sur la bulle en psychiatrie. Je tombe sur un article dans un magazine des années 80. Et je découvre par hasard une publicité pour antidépresseurs. Je crois que c'était le gros logo Prozac, qui a un coucher de soleil ou un lever de soleil. Et là, je suis interpellée. Bon, déjà, ça faisait appel à d'autres installations que j'avais déjà réalisées. Et puis, je trouvais cette iconographie très pop, très étrange, sachant qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir des publicités pour antidépresseurs. Donc, j'étais assez interpellée. Puis, j'ai donc continué mes recherches. Et j'ai découvert une autre publicité, puis une autre, puis encore une autre. Et j'ai d'ailleurs beaucoup remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes dans ces images, ce qui a été assez intéressant pour moi. Et j'ai donc décidé de commencer une collection comme ça d'images. J'ai pu collecter beaucoup de publicités, j'ai plus le nombre exact. Dans l'espace d'exposition, j'en présente 35, présentées par un ordre de couleurs, qui s'appelle donc Sans titre gamme. Et à partir de cette découverte de la collection de publicités, on peut dire que le projet a eu une sorte de tournant, une sorte de pivot important. Et j'ai décidé de me questionner sur qu'est-ce que la représentation du bonheur, ou quelle est l'injonction du bonheur, enfin de la représentation au bonheur. Quand on voit, notamment dans ces publicités, toutes ces femmes souriantes, ces femmes associées au milieu familial, avec des enfants en train de faire des courses, toujours très maquillés, ou alors des paysages très saturés, très disneylandisés, toujours des grands sourires, toujours très qu'on très retrouve pop. Du coup sur les réseaux Qu'on sociaux. Retrouve sur les réseaux sociaux également. Ça a fait une petite matrice là qui s'est générée et qu'on complètement. retrouve. Oui. Le retour vers les réseaux sociaux s'est fait encore un petit peu plus tard, mais on va dire que ça a été un déclic. Je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que ce bonheur vendu par ces publicités, et du coup quelle est la norme du bonheur, et du coup quel est le contrôle et la mesure de nos affects. Ce qui m'a amené il y a eu donc ce report d'1 an d'exposition, et ce qui m'a permis de travailler pendant 1 an sur ce projet. Est-ce que je continue, ou est-ce qu'on on va peut-être pas tout dire tout de suite? Donc effectivement, travail de cette non, mais c'est bien du coup, parce que comme ça, avec Charlotte, on s'est posé de suite, et là avec toi, on a vu comment on y était arrivé, comment tu y étais arrivé. Mais du coup, alors vu que tu parles des images, juste encore un tout petit point sur ça, comme tu l'as évoqué. Donc injonction au bonheur, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qu'on a envie de montrer de nous dans nos vies, comment cette question-là mais du coup aussi, on pourrait se demander qu'est-ce qui va mal. Voilà, je pense que la liste, elle pourrait être assez longue, mais si on se pose sur votre exposition, c'est vrai que ces images-là, on pourrait lire l'exposition en reprenant le vocabulaire du parfumeur, avec des notes positives et des notes négatives. Il y a des points clinquants et des points un peu plus sombres, et notamment ces images, je trouve qu'elles le figurent assez. Elles sont d'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, on a l'impression d'images d'affiches de cinéma aussi, à des moments. Il y a quelque chose comme ça. Je crois qu'il y en a une qui rejoue clairement, c'est quoi, King Kong? Non, oui, c'est comment ça complètement. Ouais. Donc c'est assez, mais du coup, voilà, c'est très cinglant. On se dit, mais comment on peut faire de la pub sur ça? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on entend. Il y a un décalage, oui. Il y a un décalage avec aujourd'hui. Effectivement, on y voit beaucoup de femmes. Il y a quelques hommes quand même. Quelques hommes, toujours très, très virils, représentés dans la force. Oui. Et il y a toutes les images génèrent des actions aussi. Jouer au golf, se marier, Mission guérison. Faire des courses. Mission guérison pour les hommes. Mission guérison avec le regard de feu. Et du coup,
bon, tu en as déjà un petit peu parlé, mais ces images-là, elles font référence à d'où tu viens, avec une pratique beaucoup sur l'iconographie, un travail de l'iconographie, et du coup, elles ont fait le passage avec les thèmes qui sont travaillés par toi, par toi aujourd'hui. Mais du coup, tu as expliqué comment tu les avais trouvés, donc peut-être qu'on enchaîne. Du coup, il y a ce titre de l'exposition, Plaisir solide. Du coup, il y a quelque chose qui est, je sais pas, c'est un peu énigmatique. On voit et on voit pas très bien ce que vous voulez dire. Et en même temps, ça pourrait être comme une espèce de formule. Du coup, ça pourrait peut-être nous permettre de réfléchir à la façon dont vous avez collaboré ensemble, parce que je crois que ce titre est venu d'un protocole que vous avez défini toutes les deux. Et du coup, peut-être que voilà, ce serait l'occasion de voir comment vous avez... Parce qu'effectivement, comme Diane le rappelait, vous ne vous connaissiez pas du tout. Et il y a quelque chose, pour les gens qui nous suivent, quand vous viendrez voir l'exposition, qui est assez fort dans la rencontre de vos deux œuvres qui marchent vraiment très bien ensemble. Mais du coup, voilà, ce titre, Plaisir solide, comment il est venu, comment il a été généré? Est-ce que vous voulez me parler un peu du protocole? Tu veux dire, Charlotte, comme ça, ouais. Et alors effectivement, Hélène était sur un temps de résidence qui a commencé en septembre 2019 et qui devait s'arrêter donc au moment où l'exposition ouvrait en avril. Et alors que moi j'arrivais en janvier, donc il y a eu en fait c'était donc prévu d'avoir ces 2 mois ensemble et ma résidence devait se poursuivre donc jusqu'à fin juillet. Donc elle a été interrompue effectivement aussi du fait de la crise sanitaire. Mais donc moi je savais en fait avant même d'arriver dans ma résidence qu'il y aurait cette exposition on va dire un peu précipitée, mais qui pouvait aussi évoluer. Donc on avait un peu envisagé aussi cette option qui était aussi dans ma candidature en fait, où je souhaitais justement réaliser en fait des formes qui ne soient pas forcément figées et qui puissent évoluer soit dans l'atelier et donc être documentées du fait de cette exposition dans l'espace d'exposition. Et donc on a commencé à se rencontrer par Skype virtuellement voilà, et puis très rapidement il fallait tout de même penser à une communication sur cette exposition et il fallait trouver un titre. Donc moi j'avais fait une session en fait qui sur le vocabulaire en fait de l'habitat et des objets du quotidien avec donc à la fois des patients et des personnes extérieures. Il y avait comme une liste qui sont ouvertes, donc vraiment lister et puis chercher en fait tout ce qu'on peut avoir besoin ou pas besoin dans un ménage. Et en fait, ça a été assez bien reçu. C'est devenu un jeu où ils s'amusaient à lister donc, dans chaque pièce ou par association d'idées tous les objets qui peuvent exister. Et en fait, j'avais préparé à la fois d'un côté des adjectifs, donc qui sont liés en fait au mobilier, donc par exemple amovible, juxtaposable, empilable, etc. Et soit des noms de pièces, soit des noms de je sais pas, par exemple escalier. Donc en fait, il y avait vraiment des espaces et des fonctions, des mots et des adjectifs qui pouvaient être. Donc je leur disais, faites une association, mais qui n'existe pas et qui pourrait, selon vous, créer une association intéressante, complètement absurde, mais qui puisse ouvrir vers un imaginaire. Et finalement, on a reproduit un peu ce protocole, du coup, mais avec des mots et des adjectifs qui venaient de nos univers différents, mais qui ont été tirés au sort cette fois-ci. Vous avez joué au jeu, vous aussi. Composés consciemment, mais du coup, qui sont venus par hasard. Donc, on a noté tous ces titres qui sont sortis de ce tirage au sort. Et puis ensuite, c'est qu'après coup qu'on a fait une sélection. On peut parler peut-être... oui, on peut... Oui. Tu penses que la caméra peut zoomer? Non. Alors c'est peut-être un peu... On peut en lire quelques-uns peut-être. Oui.
Ceux qui ne sont pas barrés, ouais. Ceux qui ont échoué au test, C'était les refusés, pardon. Voilà. Les titres refusés. Certains nous diront peut-être qu'on aurait pu faire d'autres choix. Il y avait standard pliable, performance banalisée, développement apprivoisé, nervure pratique, Nervure pratique, c'est pas mal. meuble heureux. Je vais peut-être aller en effet sur ce que projet euphorique, mur, On aimait bien celui-là. vous aimez bien. Mur positif, médicaments souples et plaisir solide. Ah, j'avais oublié bonheur utile également. Donc voilà, on les retrouve un petit peu tous à la fois, vous avez gardé. C'est Et- ça. Et du coup, vous avez travaillé comment ensemble? Je sais qu'on a un temps assez... mais juste, est-ce que vous pouvez nous donner quelques petites... Parce que vous ne connaissiez pas du tout, donc Oui. vous avez joué à ce jeu ensemble. Et comment la collaboration s'est faite? Du coup, vous avez vraiment au début travaillé sur vos recherches respectives. Et à un moment donné, Tout à vous fait. en êtes parlé. Peut-être qu'une bonne manière de l'illustrer, c'est aussi le visuel, le premier visuel de notre exposition, qu'on peut voir aussi dans le livre. Puisque c'était une première rencontre dans l'espace de l'atelier. Et donc voilà, c'était notre premier collage qu'on peut retrouver celui-là. dans le livre. Voilà. Et donc tout devait aller très très vite. Et il se Peut-être, trouve... Vas-y, Dire peut-être d'où viennent ces vas-y. images. si tu peux le... Peut-être on en parle un peu après de l'édition Charlotte, comme ça. Non, c'était Juste juste pour le collage. juste pour le Ah oui, collage. d'accord, pardon. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Euh, Je trouve que c'est une bonne manière Parce- d'illustrer, puisque pour moi, l'espace d'exposition centrale ressemble un petit peu à c'est une sorte de dernier collage pour moi, donc ça illustre bien nos manières de travailler, en tout cas pour moi, parce que c'est vrai qu'on n'en a jamais oui. vraiment discuté. Mais en fait, tout devait aller très très vite, et on s'est dit finalement, cet espace de l'atelier, on l'a divisé en deux. Il y a une sorte de miroir qui s'est créé, et il y a aussi beaucoup de contrastes et de points de contact entre nos projets, entre nos recherches. Et on s'est dit, mais on va créer une sorte de collage. Donc c'est le premier collage qu'on a créé, qui est tiré un peu à l'image du titre de nos documents respectifs de recherche. Donc par là, exemple, sur à la droite. gauche, c'est un extrait Oui, du sur la coucher de soleil Prozac, et à droite, c'est une chaise aussi d'un designer. Donc du coup, il y avait nos deux univers qui étaient réunis voilà, et qui formaient une image qui existe pour elle-même. c'est cela. Et qu'on retrouve dans le livre, la publication Plaisir Dont on solide qui parlera accompagne cette exposition, et plus dont on tard. parlera après. Et donc pour moi, il y a une manière assez individuelle d'avancer. En tout cas, par exemple, on a assez peu échangé finalement sur cette année supplémentaire de travail. On a échangé Sur la fin. rapidement, mais beaucoup sur la fin, mais on avance de manière assez solitaire dans nos projets. Puis on se réunit à certains moments pour échanger. Mais bizarrement, il y a une espèce de fluidité, je trouve, qui se crée dans nos formes, qui est assez étonnante. Enfin, je parle particulièrement pour cette pièce centrale. On a été toutes les deux très très agréablement surprises de voir à quel point ça communiquait. Bon là, il y a évidemment le grain de sel de Diane Pigeot qui a curaté, si on peut dire, très très bien cette exposition, et qui nous a très bien accompagnés. Voilà. Mais oui, on va dire qu'il y a une vraie fluidité assez naturelle dans la manière de travailler. Et Puis aussi, donc, comme il y a eu un report d'1 an et qu'on avait donc du coup déjà appris un peu à se connaître et à savoir les centres d'intérêt de chacune, l'une et madame l'autre, l'une et l'autre. Du coup, régulièrement aussi, dès qu'on voyait quelque chose qui pouvait intéresser l'autre, on se les envoyait. Donc, D'accord. il y avait aussi un échange comme ça, ou des fois, même, par exemple, un article sur le bien-être dans l'architecture faisait aussi des parallèles avec l'économie et aussi les réseaux sociaux, nous réunissait complètement. Donc, il y avait quand même aussi toujours ou la question une de la attention pour l'autre au représentation. final, ou un échange qui se créait. Ouais. Ou la question de la représentation des femmes dans les publicités pour antidépresseurs ou sur le réseau social Instagram, et de l'utilisation, en tout cas des modes d'emploi pour mobilier. On voyait la ménagère représentée en train d'activer ce mobilier. Donc il y a eu des points de contact inattendus, mais toujours des belles surprises et des beaux échanges.
Peut-être qu'on pourrait faire un point sur ça. Je saisis de la dernière chose que tu as dit sur les pratiques féminines. Alors, peut-être pour continuer sur moi les prises que j'ai identifiées sur vos œuvres et sur cette exposition, vous nous invitez aussi à réfléchir un peu en termes de structure. Voilà, il y a des éléments aussi sur lesquels vous faites le focus, mais il y a aussi une réflexion sur des structures, penser des structures. Et du coup, pour ton travail, Charlotte, on pourrait dire que c'est un des enjeux, hein, ça le résume pas entièrement, mais c'est la maison, voilà, cet espace intérieur. La maison, du coup, quand on fait des recherches sur celui-là, c'est hyper intéressant, comme tu le rappelais au début, l'architecte, du coup, qui s'est beaucoup occupé du bâtiment extérieur, aujourd'hui ressaisit cet espace intérieur. Voilà, il y avait des architectes. Avant, les deux étaient beaucoup plus. Il y a eu deux chemins qui se sont séparés, mais des gens comme Le Corbusier, par exemple, faisaient aussi leur mobilier d'intérieur. Et puis après, il y a eu un peu. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai cru comprendre que l'architecture revenait à ce lieu de la maison. Il y a cette structure-là de la maison. Et pour toi, Hélène, il y a l'environnement médiatique, les environnements médiatiques dans lesquels on vit. Voilà, le réseau social, ces bulles-là dont tu parlais, ces structures-là, qu'est-ce que c'est ? Ces machines, quoi. La maison, c'est une machine. C'est une machinerie avec plein de choses. Et le réseau social et Instagram, c'est une structure du désir absolu, enfin, en tout cas qui fonctionne à plein. Et du coup, dans cette maison, tu t'es intéressée aussi, dans tes recherches, à des pratiques, et notamment des pratiques qui, du coup, ont été beaucoup plus assumées par les femmes, le jardinage, la couture. Quand on parlait, du coup, il y a une pièce que tu présentes qui est un assemblage de tissus. Et du coup, quand on en parlait ensemble, je te posais des questions ensemble pour essayer de la comprendre, tu m'as appris un peu tout le background de cette pratique-là de couture, comment on appelle ça, le kilt. C'est comment c'est le kilt, ouais. En français, c'est... La couverture. Nous, en français, on utilise plutôt patchwork. le mot patchwork. Oui, voilà. Après, le quilt, c'est vraiment une forme de patchwork, mais particulière avec... tiens, ça me fait penser à ton personnage. Avec, du coup, plutôt qui va être une couverture... alors que le patchwork, effectivement, ça évoque beaucoup plus... De toute façon, les deux sont liés, hein, puisque c'est dans leurs usages. Il s'agit de... dans sa première forme, de récupérer en fait des tissus, des chutes, pour pouvoir un jour faire une couverture assemblée. Donc c'était aussi de la récupération et du réemploi de ces matières qui étaient vouées à être éliminées. Ce qui est intéressant dans ta recherche, ce que tu m'as appris, c'est que du coup il y a toute une économie autour de ça. Enfin, du coup, effectivement, c'était plutôt dans des milieux un peu plus populaires où du coup évidemment on peut pas s'acheter de couverture et on conserve. Disons qu'il y a vraiment, on va dire, une histoire qui a été écrite qui est plus focalisée sur l'évolution l'histoire du quilt aux États-Unis. Donc c'était vraiment des immigrés hollandais, anglais qui venaient vers la terre promise et puis tentaient leur chance sans rien et qui du coup vivaient au début étaient très paupérisés, quoi. Et donc ça a été une première donc un premier développement et puis ensuite ça s'est en quelque sorte institutionnalisé. Puisque beaucoup de femmes faisaient ça, donc qui ne travaillaient pas et qui assuraient, on va dire, le foyer. Et ça impliquait aussi une dimension collective, ça, ce que tu me disais. Il y a eu des fois une seule machine pour tout un quartier. En fait, pour pouvoir assembler, comme c'était c'est quand même des très grands formats, en fait, ils utilisaient une table et pas tout le monde avait cette table. Et donc, du coup, c'était une table qui était partagée où, en fait, même les femmes le faisaient collectivement. Même des fois pour des grandes occasions comme un mariage. C'était le cadeau. Donc, du coup, il y avait aussi cette dimension sociale où en fait les femmes se réunissaient et pouvaient aussi échanger, n'étaient pas isolées dans leur foyer et pouvaient échanger sur la famille ou autre. Donc, donc ça avait un rôle aussi social. Et effectivement, le patchwork, quand on l'évoque maintenant, on a une certaine image de ce que ça peut être et on voit plutôt
plusieurs morceaux colorés de différentes couleurs qui s'assemblent et pour créer... Il y a un côté récréatif que je voulais pas avoir aussi. Donc, j'étais quand dans même la pièce que tu présentes, tu voulais pas jouer ça? Je voulais pas jouer sur différentes couleurs et vraiment beaucoup plus me concentrer en fait sur la forme. Donc, juste pour peut-être la présenter... c'est un titre en allemand donc ça s'appelle Schnittform Kleidung. En fait, c'est traduit forme de coupe, entre parenthèses vêtements. Et en fait, pour moi, c'était important en fait, de travailler aussi avec des matériaux que je trouve ici, donc, lors de ma résidence. Je suis venue en gros... sans rien toi non plus. Mais juste avec mes outils. Donc, j'ai découvert en fait la blanchisserie. Il y a vraiment une blanchisserie, c'est un grand bâtiment qui lave en fait toutes les tenues, les linges des hôpitaux de la région d'Aix. De tous les hôpitaux, d'accord, pas juste de la structure pas ici. Uniquement, voilà. D'accord. Et donc, en sympathisant avec la personne qui s'occupe de tout ça, elle m'a conservé en fait des tenues qui étaient vouées à être jetées, puisque en fait ils étaient soit endommagés, par exemple une pression qui ne marche plus, ou alors un stylo oublié, une tache qui est indélébile, ou des parties déchirées. Donc du coup, j'ai récupéré ces tenues sans vraiment au début savoir comment les utiliser. Il y a plusieurs couleurs en fait selon les fonctions exercées dans les hôpitaux. Donc, et je me suis arrêtée sur la couleur vert pâle, qui avait aussi des nuances selon en fait le degré d'usage. Si ça a été lavé plusieurs fois, ça commence un peu à perdre de sa couleur. Est-ce que le vert pâle il est dédié à un corps de métier, je veux dire dans le soignant? C'est que l'infirmier? Du coup, il y a par exemple le vert foncé, c'est pour les blocs opératoires. D'accord. Le rose, c'est pour la périculture. Donc, il y a quand même des codes couleurs. Le bleu, c'est pour les personnes de ménage. Oui. Et donc, le vert pâle, c'est pour les aides-soignants. Le blanc, voilà. Donc, c'est vraiment très codifié. Et donc, moi, je me suis arrêtée vraiment sur une couleur pour justement pas évoquer non plus cet aspect de patchwork, mais même si c'en est un, puisque je parle plutôt de collage ou d'assemblage. Ça me correspond plus. Et donc, du coup, qui ont été cousus entre eux. Mais je voulais donc garder en fait cet aspect vêtements et que l'on gardait en fait le patron des t-shirts et des pantalons. Donc en fait, il y a eu déjà une première étape où j'ai décousu toutes les coutures et conservé les pièces qui étaient en bon état. D'accord. Et à partir de ces formes qui étaient déjà là, je les ai assemblées selon un principe, donc toujours avec un espèce de protocole. D'accord, il y a un protocole qui a généré l'assemblage des formes. Oui, en faisant donc des essais, j'ai développé un protocole qui... et donc, je ne sais pas si on l'a. Je pense qu'on la voit un peu derrière moi ou derrière toi. Et pour moi aussi, c'était important que cette pièce, elle ait un endroit, mais aussi un envers, qui est aussi tout ce travail d'assemblage qui soit aussi visible à l'extérieur, à l'envers. Donc ici, effectivement, ce qu'on voit à la caméra, c'est vraiment... peut-être on ne voit pas toutes les nuances parce que du coup, c'est plutôt des lignes donc, de couture et puis des surfaces avec des nuances de vert bleu. Et en fait, selon la lumière aussi, si elle vient de derrière ou de devant, en fait, on voit cette superposition de tissus. Les formes ne sont pas découpées derrière, donc du coup, c'était pour ça que pour moi, c'était important de le montrer du coup dans l'espace et pas appliqué sur un mur. Oui, il faut bouger autour. Elle a un endroit, un envers. Et donc là, j'ai décidé de le mettre dans cet angle, puisqu'effectivement ici, avant il y avait une cloison sur la droite. Je trouvais ça intéressant. Et puis en même temps, c'était le seul endroit où vraiment il y avait une lumière qui pouvait venir de l'extérieur, puisque c'est une porte qui donne sur le jardin. Et à la fois de ce côté-là, puisque c'est la salle d'exposition, mais
Du coup, selon en fait si la porte est ouverte ou pas, ou si on vient du jardin ou d'ici, en fait, on va avoir soit la transparence, soit l'opacité. C'est une très belle pièce non, c'est une très belle pièce et du coup, effectivement, dans ce qu'on a déjà partagé ensemble, de se rendre compte que ces pratiques féminines qu'on pourrait avoir aussi tendance peut-être un peu à mépriser, en fait, il y a tout un savoir derrière. Enfin, c'est voilà, le jardinage, la couture. En fait, voilà, c'est un savoir aussi sur les plantes, un savoir sur la confection et aussi donc toute une économie de la matière qui est générée par cette pièce. Et peut-être pour continuer sur la notion de structure, revenir à toi, Hélène, sur la question de nos environnements médiatiques, la structure médiatique, voilà, et peut-être se poser un petit peu sur, on a déjà un petit peu parlé, peut-être on n'est pas obligé de rester longtemps, mais sur Instagram, du coup, voilà, parce que si on fait le point un peu, Instagram, c'est une espèce de structure qui génère du désir, de l'addiction, des likes, des commentaires, des formats d'images, des façons de se représenter. Il y a énormément c'est un concentré énormément, c'est un très grand concentré de choses. Comment tu donc qui revient à plusieurs endroits dans ton œuvre et notamment dans une pièce dont on expliquera l'endroit peut-être un peu plus tard, où on voit des captures d'écran que tu as faites à partir d'un hashtag. Toi, comment qu'est-ce qui t'a frappé dans cette... T'en as peut-être déjà un peu parlé, mais dans cette lecture d'Instagram, voilà, qu'est-ce qui te frappe en tant que photographe, en tant que... Qu'est-ce qui t'a attrapé ? Tout à l'heure, tu parlais de la maison, de la structure et donc pour moi de l'intime. Et ce qui me frappe du coup dans Instagram, c'est comment ces images qui sont de l'ordre de l'intime, puisque c'est le selfie, c'est l'image du quotidien, c'est l'image de la famille, donc qu'on pourrait qualifier d'intime, sont en fait souvent assez standards, assez standardisées, assez redondantes et assez commerciales. Et j'ai fait beaucoup de liens entre certaines images dans les publicités pour antidépresseurs dont j'ai déjà parlé et ces images Instagram. Et il y a énormément, par exemple, dans cette cellule, cette ancienne cellule d'enfermement, que j'ai donc capitonnée entièrement de tissu rose gold appelé futuriste. C'est un tissu qu'on appelle futuriste. Pour moi, il est d'ailleurs assez rétro-futuriste. Ouais, c'est le futur qu'on connaît déjà. Ouais. J'ai été complètement fascinée en fait par ce tissu que j'ai découvert un petit peu par hasard dans un magasin à Marseille, qui du coup recrée un effet dichroïque qu'on peut déjà trouver dans le cube, dont on parlera peut-être plus tard, qui se trouve dans l'espace central de l'exposition, et qui du coup pour moi, de par sa couleur rose gold, faisait appel au dernier Apple. Enfin d'ailleurs je ne suis pas sûre que ça soit le dernier, mais il y a ce Apple rose gold qui est sorti il n'y a pas longtemps, et qui a un clin d'œil à la bijouterie de luxe, notamment les montres, qui sont donc un mélange d'or et de cuivre, et donc qui est une couleur associée à la bijouterie de luxe, mais aussi le côté dichroïque qui peut rappeler donc les filtres Instagram, le côté reflet de l'écran. Donc c'est un tissu qui pour moi matchait assez bien avec cette thématique, et donc j'ai voulu la capitonner pour faire un clin d'œil bien sûr à l'histoire de ce lieu, mais aussi créer un espace à la fois confortable et enfermant. Et j'ai laissé un seul lait du capitonnage que j'ai imprimé, recouvert d'images, que j'ai fait imprimer, qui sont donc des captures d'écran du hashtag d'Instagram « Happiness is a choice ». Donc c'est un hashtag que j'ai découvert assez récemment. Je voulais au début le recouvrir, donc ce lait de hashtag happiness tout simplement, pour rester dans cette thématique d'un bonheur assez standardisé, assez lisse, assez pop, et finalement assez en écho à ces pubs pour antidépresseurs. Et je trouvais que hashtag happiness était un peu large. Et finalement, les iconographies qui en ressortaient étaient parfois pas assez redondantes et pas assez intéressantes. Et donc, j'ai commencé à scroller comme ça les différents hashtags. Je trouve que c'est des excellents... Ouais, j'ai envie de le faire. Tu me donnes envie de le faire, de dire quel hashtag aujourd'hui. Il y a des hashtags merveilleux. Je me suis retenue de faire plusieurs lives. Le hashtag happy at work, hashtag happiness therapy, beaucoup de hashtags que j'ai hésité à prendre. Mais je trouvais que le hashtag happiness is a choice était la meilleure manière de clôturer cette déambulation dans ma recherche, que constitue la déambulation dans l'espace d'exposition,
puisque cette phrase, je la trouve d'une extrême violence. Hashtag happiness is a choice, le bonheur est un choix. Comme si tout le fait d'être heureux dépendait uniquement d'une certaine volonté, là où il y a une grande, évidemment, un grand problème aussi économique et social. Et donc ça ramène à une vraie responsabilité de l'individu face à son propre bonheur, et donc une certaine culpabilité si on n'arrive pas à atteindre cet objectif. Et donc je trouvais cette phrase et ce hashtag très violent. Les iconographies qui en ressortaient étaient pour le coup très standardisées, puisqu'il y avait par exemple des voitures, c'est étonnant. Oui, j'ai remarqué. Des femmes, beaucoup de femmes avec voiture, des femmes extrêmement sexualisées. Oui, c'est bien sûr des plats, des animaux, enfin tout ce qu'on peut aussi retrouver sur les réseaux sociaux de l'intime. Et donc pour répondre à ta question plus spécifiquement, même si j'ai dû un peu l'étirer, ce que je trouve intéressant dans ces iconographies des réseaux sociaux, c'est qu'on retrouve en fait des postures commerciales. Et donc comment en fait ces publicités vivent en nous et comment en fait on vient reproduire des postures. Et donc ça pose la question de ce qui est naturel, de ce qui est culturel, de ce qui est à nous, de ce qui en fait comment le capitalisme en fait vit à l'intérieur de nous. Oui, là on rejoue la question de la on joue les codes. Et c'est vrai que ce qui était intéressant dans cette question de la picratie et de ce que tu disais justement sur le fait que le bonheur soit un choix, c'est que du coup effectivement derrière ça il y a l'idée que tout est possible à celui qui est capable de se le procurer, quoi. Et du coup, on oublie effectivement totalement on se replie sur soi et du coup, on ne pense plus du tout à ce qu'il y a autour de nous. On ne pense plus à la société, on pense juste à soi, comment aller mieux, comment être performant, et il y a un oubli total de la société autour. Et du coup, c'est assez solidaire des luttes aussi sociales C'est ça, et puis on pourrait dire même que c'est l'inverse, en fait, que le solitaire, c'est pas celui qui est heureux. Enfin, il y a toute une belle pensée de, je sais pas, des gens comme Frantz Fanon ou quoi, qui était psychiatre aussi, et qui dit que le malade, c'est justement celui qui est isolé de la société. Oui, complètement. Donc là, il y a un retournement. Tout le monde est très, très heureux sur ces images, mais il y a un envers. Ok. Et du coup, peut-être qu'on pourrait... juste se déplacer mentalement, verbalement dans l'espace d'exposition, parce que du coup là on est dans, on pourrait dire l'espace principal, en tout cas le plus grand, qui a un grand white cube, mais il y a plusieurs espaces, il y en a au moins 4, il y a l'entrée, un hall d'entrée, il y a un long corridor, il y a donc ce grand white cube, il y a 2 cellules, peut-être qu'on pourrait parler un petit peu de ces cellules. Il y a 2 cellules que vous avez investies chacune, et il y a un espace en hauteur, une mezzanine qui est au-dessus de nous. Peut-être qu'on pourrait essayer juste de le dire, cet espace-là, d'en parler. Comment on a déambulé, nous, dans cette ou peut-être la reproduire. Donc on arrive dans l'exposition, on voit une première œuvre qui est celle d'Hélène Bélanger. Une installation qui présente des odeurs, des fioles avec des odeurs, des senteurs, que le visiteur est invité à sentir, que tu as identifié un peu. Après, on traverse un long corridor et on arrive sur cet espace-là du White Cube qui distribue du coup aussi les 2 cellules. Juste, tu as oublié en fait de parler des voûtes. Non, n'importe quoi. Voilà, alors les voûtes. Alors, c'est peut-être le premier truc qu'on voit. Allez-y. Et une œuvre commune. C'est le premier truc qu'on voit. Oui. Tu sais pourquoi ? Parce que moi, je fais l'exposition à l'envers maintenant. Je commence par je vois le. Vous voulez nous parler des voûtes ? Peut-être qu'on peut commencer par les voûtes, puisque c'est une pièce commune et que c'est une des pièces de l'année dernière qui n'a pas bougé, contrairement au reste. Tu veux commencer je pense que toutes les deux, en fait, on est très attentives en fait à l'espace dans lequel on s'inscrit ou dans lequel on expose. Et alors c'est vrai que c'est l'entrée, c'est un espace où finalement il y a plus de passages, qui se prête pas à l'arrêt en fait. Mais quand même, on trouvait qu'il y avait une certaine des éléments architecturaux qui étaient intéressants. Donc c'est des voûtes, des arcades qui délimitent un petit espace où il y a justement tes fioles. Et il y en a 3. Assez rapidement, en fait, quand on a commencé à se rencontrer et à réfléchir dans le lieu d'exposition sur comment on interviendrait et comment
on mettrait nos œuvres ensemble. Comme on était déjà dans une question de faire un collage ensemble, faire un titre ensemble, en fait, assez naturellement, on s'est dit, mais si on investissait en fait ces voûtes, et ça marche très bien, on c'est parle vraiment de très voûtes, beau. Ouais, et donc chacune a créé un motif de papier peint qui accueille d'une certaine manière le visiteur, donc qui est très, très visible et puis aussi qui revient quand on repart, si on ne part pas par le jardin. Et oui, donc une œuvre commune, mais donc deux univers, mais qui se rencontrent aussi. Comme un programme, d'un début. Parce que c'est un espace assez enfin, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais qui pourrait être assez chargé. Oui. L'endroit où on est là, c'est peut-être le plus neutre. Mais du coup, en tout cas, cette entrée et ces cellules, peut-être qu'on peut aussi expliquer pourquoi ça s'appelle cellules, ou enfin, parler de ces espaces-là, mais ou peut-être juste que vous me disiez, voilà, espace chargé, est-ce que vous c'est un espace du coup, c'était quoi comme espace? Je ne sais pas, peut-être Diane pourrait mieux en parler de je ne sais pas si on reste peut-être pas très longtemps dessus, mais... On se trouve dans une architecture donc pavillonnaire, classique du milieu du 19e siècle. L'ensemble de ce bâtiment a été vraiment et singulier, même dans l'ensemble de l'architecture qui est assez étendue. On est sur plus de 17 hectares en fait au niveau du centre hospitalier. Ah oui, d'accord. Et il y a deux bâtiments qui ressortent par leur architecture qui sont assez différents et singuliers. C'est c'est le 3 bis F et le 3 bis H, qui ont une forme un petit peu plus arrondie, circulaire, d'ailleurs qu'on retrouve notamment dans énormément de motifs qui sont repris et utilisés par Charlotte dans ses pièces et dans ses œuvres, qui à la fois dans la fresque qui est derrière nous, dans la pièce qui se trouve dans la cellule de droite, et également que je retrouve dans les découpes des vêtements. Et cet espace-là principal a été plutôt rajouté dans un deuxième temps, c'est-à-dire plutôt dans les années 1920-1930, qui avait une fonction plutôt à la fois de réfectoire et de dortoir. D'accord. Mais sinon, en effet, cet ensemble arrondi accueillait 10 cellules d'isolement, donc qui étaient là pour des séjours temporaires. Pour des personnes qui étaient trop agitées pour rester... Exactement, rester dans les pavillons plus collectifs. Et à ce moment-là, il y avait donc ces pavillons qui avaient cette fonction-là. On en a gardé donc beaucoup depuis notre installation au début. On a ouvert au début des années 90, ont été réaménagés, soit pour d'autres usages. C'est aussi une des réflexions qu'a mené Charlotte, justement sur l'évolution des usages par rapport à une architecture en fait qui est définie pour une fonction. Et comment, là on regarde plus de 150 ans, on a fêté les 150 ans du centre hospitalier en 2017, comment aujourd'hui avoir un lieu d'art contemporain dans un espace comme celui-ci aussi induit de nouveaux usages et de nouvelles réflexions, d'ailleurs qu'on partage activement avec l'équipe du 3 bis F, qu'on fait encore évoluer, que les artistes font évoluer aussi à chaque exposition, de la même manière que cette histoire en effet vient de toute manière, je dirais, colorer forcément les travaux qui y sont présentés. Et pour finir sur ces chambres aussi, qui s'appelaient dans le temps, on n'appelait pas forcément des cellules, mais des chambres. Donc là aussi, dans le vocabulaire, il y a comme ça un aller-retour entre l'habitat, la sphère personnelle, en fait, d'autres fonctions de l'architecture. Garde quand même, on en a gardé 2 en l'état, donc qui sont proposés aux expositions et aux artistes pour être investis ou non, c'est à leur libre choix et libre liberté. Garde quand même les emplacements, par exemple, du lit qui était scellé, de l'ancien toilette, des trappes d'ouverture et de fermeture. Les portes sont assez massives et voilà, enfin, tout d'un coup, il y a un ressenti qui est assez fort. Mais là aussi, en fonction des interventions, on peut voir tout d'un coup comment la pièce, par exemple, d'Hélène, par l'intervention matelassée, va changer l'acoustique de cet espace tout d'un coup, et donc le ressenti même à l'intérieur. Et c'est là où elle devient, je dirais, assez interactive quelque part, ou comment l'intervention de Charlotte dans celle de droite, qui là est plutôt à la fois à jouer avec les éléments qu'on a ajoutés au fil du temps, mais aussi révéler tout ce qui est présent déjà dans cet espace lui-même, et nous invite par sa proposition à s'asseoir, à se poser, à la fois à là aussi pratiquer la pièce qui est entre l'ornement et le mobilier, et également à prendre une attention, j'ai envie de dire, sur tous les détails de cet espace, voilà, pour réellement le ressentir aussi.
Oui, tout à fait. Mais du coup, sur ces cellules, parce que beaucoup de vos œuvres dans l'espace d'exposition, enfin dans l'exposition, sont activables, en tout cas impliquent une action du visiteur. Et du coup, celles-ci, celles qui sont dans les cellules, elles sont alors, immersives, interactives. En tout cas, vraiment, là, on est dans un espace et notre corps est invité à bouger, à aussi laisser libre de comment il n'est pas guidé forcément dans ses actions, mais on demande à notre corps de faire quelque chose. Voilà. Enfin, en tout cas, il y a une attention vers ça. Et ça me permet peut-être de dire peut-être une chose, c'est sur la notion de ludique, du coup, dans vos deux œuvres, ou en tout cas dans ces deux pièces-là au moins. Alors, j'ai découvert cette jolie étymologie, ce sera le seul point de cette conversation. Mais alors, du coup, donc, ça vient de ludus, et c'est goût pour la difficulté gratuite, tendance à dresser des règles et imposer des conventions afin de réduire l'incertitude de l'effet d'une activité et de se diriger vers un but précis. C'est génial. et du coup, il y a vraiment dans ces pièces-là, il y a quelque chose, parce que ça pourrait être aussi des opérations de vos œuvres aussi. Je sais pas, quelque chose qui nous permet de résister à des tendances ou en tout cas le ludique. Voilà, saisir les choses par le jeu pour les déplacer mentalement. Et voilà, Instagram, comment est-ce qu'on peut ne pas forcément être obligé de se mettre en scène toujours de la même façon, ou toi avec Charlotte sur cet aménagement de l'intérieur, comment on peut l'activer, le choisir, le déterminer, le rendre aussi, voilà, que ce soit notre espace à nous, voilà, qu'on y est, voilà, on n'est pas juste dans un musée vide, froid, c'est tenté que les musées soient vides et froids, mais bon. Et donc du coup, le ludique, du coup, donc ces deux pièces-là, je pense que c'est aussi, je crois, de nouvelles démarches dans vos œuvres. Vous aviez jamais été jusque-là à proposer ça pour une exposition, si vous nous en parlez. Je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je fais très rapidement. Voilà, ouais. C'est vrai que la dimension du jeu, pour moi, elle a été très importante dans cette conception de la pièce, puisque ça fait bien sûr référence à la cellule matelassée ou capitonnée, mais aussi, je travaille souvent avec des murs d'images d'inspiration. Je m'inspirais aussi des jeux que j'ai vus parfois chez McDonald's, vous savez, les jeux matelassés pour enfants. Donc pour moi, la dimension du jeu, elle était présente dès le début dans cette pièce. Et après, je laisserai Charlotte parler de sa pièce, mais je voulais juste souligner quelque chose, c'est que pareil pour ces deux pièces, on ne s'est absolument pas consulté. Et on s'est retrouvés avec des concordances et des résonances même au niveau des couleurs, en fait, qu'on n'avait absolument pas calculées. Et de nouveau, pour rappeler cette fluidité dans notre manière de travailler, donc ça a été une belle surprise de découvrir cette espèce de nouveau collage à la ludique et en termes de couleurs qui se répondent, quoi. Oui, du coup, je peux peut-être parler de cette pièce. Effectivement, j'ai utilisé une cloison qui était déjà là depuis apparemment plusieurs années. Ah oui, c'est vrai, puisque c'est une pièce qui a souvent été utilisée pour montrer des vidéos. Donc ça permettait d'avoir un petit couloir et puis un espace de projection. D'accord. Donc avec le vidéoprojecteur au-dessus et en fait, je trouvais ça intéressant de l'intégrer dans la pièce. Donc, elle fait vraiment partie intégrante de la pièce, puisque en fait, donc j'ai créé des objets. En fait, c'est un panneau en bois qui a été découpé de manière très précise. D'ailleurs, je tiens à remercier le lycée Vauvenargues qui m'a aidée sur cette découpe, donc qui a été réalisée par une machine. Et donc c'est une forme très géométrique, coupée parfaitement, qui permet à ces 5 éléments donc de découper, de se réassembler à la manière d'un grand puzzle. Et sur lesquels on peut s'asseoir aussi. Et donc aussi que j'ai travaillé pour avoir 5 éléments, 5 formes différentes, mais qui selon moi avaient donc, du fait de toute façon de les positionner sur des pieds, pouvaient être associés à du mobilier. Donc, c'est très bas, donc c'est plutôt de l'ordre d'un petit tabouret ou une table basse, un trépied. On peut avoir plusieurs associations.
Et en fait, cette cloison me sert à la fois à accrocher les pièces, donc qui sont avec ses pieds, et donc la cloison est percée avec le même diamètre que ses pieds ronds, pour qu'en fait on puisse l'insérer dans la cloison. Donc à la fois, un peu comme ces panneaux qui se juxtaposent et libèrent l'espace, là on va positionner sur le mur en fait l'intégralité des 5 pièces. Qu'on a, Donc dans le couloir, en fait, quand on arrive, on voit des espèces d'excroissances noires des pieds, d'ailleurs, on peut regarder, les pieds qui ressortent. On peut regarder à travers. Et quand on les enlève, ou une partie, effectivement, il y a ces trous qui permettent de voir l'autre côté du couloir. Et donc d'avoir les pièces au sol qui sont donc... On retrouve un peu le jeu pour enfants dont tu parlais, Hélène, qui t'a inspiré chez McDo. Et ouais, il y a cette idée-là. Et puis il y a aussi une espèce de... qui, je pense, se retrouve dans beaucoup de tes œuvres, voire toutes, quelque chose qui est une simplicité, quelque chose de très simple. Et en même temps, en fait, derrière, on sent qu'il y a une un forme travail, élémentaire, une forme géométrique souvent, et qui en même temps demande beaucoup de travail. Enfin, pour aboutir à cette forme simple, il y a eu, on le sent dans beaucoup de tes œuvres et dans celle-ci aussi, beaucoup de travail. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est encapsulé là, qui se fige dans une forme simple et qui implique. Alors peut-être pour terminer, parce que du coup on a un peu explosé le temps et on devait laisser la place à des questions juste pour en parler, parce que c'est quand même assez rare pour être souligné, c'est que c'est une exposition qui mobilise plusieurs sens. Plusieurs champs perceptifs et notamment l'odeur. Voilà. Et je pense que moi, je l'ai exploité qu'une fois. Je l'ai exploité qu'une fois en art contemporain. Et ce défaut d'exploitation, il est en lien aussi avec un défaut de la recherche, entre guillemets, scientifique. Il n'y a pas tant de recherche que ça. Il n'y a pas tant de chercheurs qui font de l'odeur leur sujet de recherche. Et du coup, on est dans une exposition qui convoque donc toute une gamme de champs perceptifs, et notamment l'odorat. Où par tes œuvres, Hélène, tu nous invites à sentir des odeurs. Tu as créé un parfum même, et du coup, je trouve ça assez singulier pour être noté, que tous ces sens-là soient convoqués, et du coup, un appel aussi peut-être à développer. On a toute une curiosité à développer autour de l'odeur, tout un imaginaire qu'on n'a pas et qui génère tout un tas de choses. Les gens qui se parlent des odeurs ont un vocabulaire inattendu, parce que c'est pour dire des choses que d'habitude on ne dit pas. Enfin, en tout cas, dans l'espace d'exposition, je suis désolée, on a pris un peu de temps, on a la possibilité de faire l'expérience de ce sens-là. Je ne sais pas si tu veux dire une petite chose. Je vais essayer d'être rapide, puisque c'est vrai que ça a été le deuxième grand tournant de ce projet, après avoir découvert ces publicités pour antidépresseurs des années 70 à 2000. Je me suis donc intéressée au contrôle et à la mesure des affects, et je me suis demandé comment je pouvais provoquer une émotion chez le spectateur qui viendrait visiter cette exposition. Et je ne savais pas vraiment comment créer ça dans l'exposition, sachant que c'est la première fois que j'active cette démarche. Et je suis tombée sur une publicité pour marketing olfactive qui a été un déclic, et je me suis dit mais en fait c'est vrai que les odeurs, en fait, en tout cas le sens de l'odorat est lié à l'hippocampe et donc à la mémoire émotionnelle de chacun, et donc ça ne passe pas par la conscience, ça évoque tout de suite une émotion, une odeur. Donc, je me suis dit je vais utiliser les odeurs pour créer un parcours aussi émotionnel dans cette exposition. Donc je me suis retrouvée au mois de novembre à me dire je vais devoir créer des parfums, comment je vais faire ça. Je suis donc rentrée en contact avec Claire Lonvaux qui travaille pour 5e Sens, et je me suis inscrite à une formation en parfumerie qui a commencé début janvier, et donc j'ai fait 2 jours de formation en parfumerie avec Claire Lonvaux en lui exposant un peu mon idée qui était très, très idéale à la base, et qui était de diffuser des odeurs dans chaque espace, et donc de créer vraiment réellement ce parcours olfactif et émotionnel. Et tout de suite, elle m'a ramené à des choses très concrètes, à savoir, mais en fait, c'est très délicat, la diffusion de parfums. L'odorat est tellement personnel et subjectif que ça va être très dur de créer une seule direction émotionnelle, ou en tout cas de contrôler ça dans l'espace d'exposition. Donc elle m'a amenée à voir de manière plus concrète comment amener ces installations. Elle m'a aussi amenée à rencontrer Virginie Armand, Solveig Mayer, que je connaissais ici par un autre biais, et l'entreprise CAP International. Et donc j'aurais exposé ma volonté de créer un parfum
qui soit à la fois positif et négatif, à la fois sucré et artificiel, bon, même si ça c'est venu un petit peu plus tard. Et donc on a travaillé ensemble de janvier au mois d'avril sur la co-création de ce parfum. J'ai fait plusieurs allers-retours entre Grasse et Aix et Marseille. Et donc Virginie Armand, Claire Lombeau, Solveig Mayer et la société SCAP m'ont proposé 6 notes positives et 6 notes négatives. Et à partir de ces notes, j'ai créé le parfum final qui se trouve donc dans le cube qu'on peut voir dans l'espace central de l'exposition, qui est donc une sorte d'écrin mais qui est aussi une pièce à part entière. Donc c'est un cube en plexiglas qui est recouvert de filtres dichroïques et à l'intérieur duquel on peut trouver un diffuseur qui est d'ailleurs un outil de marketing olfactif que j'ai obtenu grâce au partenariat avec Emosense et qui diffuse à l'intérieur du cube ce parfum final que j'ai co-créé avec ces parfumeuses. Et donc à l'entrée, je voulais aussi présenter une sorte de coulisse du parfum, puisque le parfum et la pharmacie ont quand même des racines communes que je trouvais intéressantes de souligner. Et donc j'ai appris que, si moi te couper, que le rapport entre, il y a un lien entre, en tout cas la question de la crise, la situation dans laquelle on vit, et les parfumeurs. C'est-à-dire par exemple pour la dernière grande épidémie qu'a connue la France, par exemple le sida, les parfums ont changé. Du coup, par exemple, le CK1, qui était du coup très frais, très pur, sans aucune... pour évoquer cette idée de pureté, d'assainissement, quoi, après une période de virus et de bactéries. C'est fou comme l'industrie du parfum réagit aussi, on ne pense pas à ça, à chaque crise, hein, voilà. Ou alors, quand il y a eu la crise financière, de développer plus de notes sucrées, bien sûr, pour assurer les parfums qui se lancent prennent en compte le contexte. Et ces dernières années, justement, pour revenir sur cette question du bien-être et de l'apicratie, c'est des parfums qui évoquent le positif, le bien-être, qui sont à la mode. On a le fameux La vie est belle avec Julia Roberts, qu'on a tous vu les publicités. C'est des notes plutôt rassurantes, cocoon, un peu sucrées. Donc on est dans quelque chose de léger, de positif, qui est recherché par le consommateur et qui est sûrement lié à la crise qu'on traverse notamment. Et peut-être pour terminer, juste pour teaser un peu, mais du coup, voilà, les notes positives que toi tu travailles, elles ont le nom donc de L'amour à la plage. Non, mais ça pourrait. Ça pourrait. En fait, c'est les titres que les parfumeuses ont donnés à ces notes positives. Comme il s'agit de leur création, donc j'ai donné un titre pour le parfum final, qui est donc Pharmacon, et qui est un clin d'œil, forcément, tu vois ce que je veux dire. Qui est un clin d'œil au poison et au remède, et donc à ce parfum à 2 couleurs. Et à l'entrée, comme ce sont les créations des parfumeuses, j'ai tenu à garder leur titre. Donc on a Selfie à la plage, Selfie à la plage, Sieste sous parasol, Envie, Élégance, Sillage amoureux, qui est inspiré du poème de Baudelaire, Parfum exotique, qui parle justement du parfum de sa maîtresse martiniquaise et du sillage que laisse son parfum. Et le dernier, Peau à croquer. Exactement. Okay. Donc ce sont les notes positives qui ont inspiré le parfum final, et je trouvais intéressant dans cette déambulation dans l'exposition, qui est en fait une vraie déambulation dans l'évolution de ma recherche, puisqu'on part d'Instagram avec ces voûtes qui représentent le nuancier d'Instagram, ces fioles positives, donc une espèce de boom de positif à l'entrée, puis l'espace des émotions central. plus contrastées après, quoi. C'est ça. Puis l'espace central, qui d'un seul coup, ce cube, qui effectivement peut évoquer également les filtres Instagram. Et d'ailleurs, j'adore, puisque je vois que tout le monde le prend en photo quand il arrive. Oui, je trouve ça un excellent écho. Si vous pouvez rajouter un hashtag Happiness is the Choice, ça rendra cette expo interactive. Donc on arrive dans l'espace central, où ça reste quelque chose de très pop, de très coloré, et en même temps le parfum est d'un seul coup beaucoup moins agréable. Ces publicités qui de loin attirent l'œil sont en fait un peu dérangeantes, et on termine dans cet espace d'exposition qui est la cellule, qui est à la fois enfermant, rassurant, confortable et dérangeant. Donc, je crois qu'on doit terminer. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, Charlotte, ou je pense que s'il y a des questions, on peut y répondre. Alors, pour le moment, on a une première question qui s'adresse à Hélène concernant les publicités sur lesquelles tu as travaillé.
Par qui ont-elles été produites? Par des groupes français ou américains? Par des sociétés de communication publicitaire? Quelles étaient la cible de ces magazines? Étaient-ce des médecins psychiatres ou d'autres publics? Et ces magazines existent-ils toujours? Alors, il y a beaucoup de questions, elles sont toutes très Tu intéressantes. réponds peut-être juste dire aux personnes qui nous suivent, s'il y a des personnes qui nous suivent, qu'elles peuvent poser des questions. Oui. Du coup, on y répond avec plaisir. Oui, oui. Ouais. Alors, c'est une très bonne question. Elles viennent toutes des magazines de psychiatrie, puisque je l'ai été trouvée dans le centre de documentation de l'hôpital psychiatrique Montperrin, et particulièrement du magazine Nervure, qui est donc un magazine de psychiatrie. Je ne sais pas s'il existe encore, mais en tout cas, il a existé jusque dans les années 2000, puisque les publicités se sont arrêtées à peu près dans les années 2002. Donc il y a différents groupes, on peut voir donc Prozac, différentes nationalités aussi, donc Prozac qui est américain, qui vient des laboratoires Lilly, j'ai oublié le nom. On a aussi Pfizer, qui est assez d'actualité. Je ne savais pas qu'il était... Ouais. Okay. On a Deroxate, on a Tranxène, on a Effexor. Je ne connais pas toutes les nationalités, en tout cas c'est plutôt international. Et donc le public visé, comme je le disais au début, est plutôt féminin. Et même si ces publicités se trouvent dans des magazines pour psychiatres, il se trouve que j'ai retrouvé des publicités aussi dans d'autres magazines en faisant des recherches sur Internet. Et alors il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas cette interdiction de publicité pour des médicaments sous ordonnance. Donc il y a encore des publicités pour antidépresseurs et anxiolytiques aujourd'hui, et notamment à la télé, sur Internet. J'espère que j'ai répondu aux questions. Pour l'heure, je n'ai pas d'autres questions. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas... Si les personnes qui nous regardent ont des questions à poser dans la partie chat, on est disponible pour les transmettre. En tout cas, plein de commentaires positifs, ça donne envie de voir l'expo. Merci, impatient de découvrir l'exposition. On espère sincèrement pouvoir l'ouvrir au public. On est encore dans une incertitude à ce propos, mais en tout cas, là, pour l'instant, ce matin nous a permis déjà d'en avoir un aperçu. Et là, pour l'instant, elle est ouverte du coup qu'aux professionnels ou... Pour l'heure, on est contraint donc, de l'ouvrir uniquement aux professionnels sur rendez-vous. D'accord. Donc on va essayer d'accueillir autant que possible dans ce contexte et on espère que avant la fin de l'exposition, courant mai, on pourra plus largement ouvrir. Oui. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'aimerais bien dire un petit mot pour remercier l'équipe du 3 Bicef qui a été incroyable pendant 1 an et demi, qui nous a super bien accueillis et qui nous a accompagnés dans nos recherches, dans nos doutes jusqu'à aujourd'hui. Et aussi je me joins à toi. Et Charlotte se joint à moi. Et un merci aussi tout spécial à Ki, grâce à Ki, le compagnon de Charlotte, qui nous a permis d'avoir Charlotte à nos côtés aujourd'hui. Je ne sais pas si je détaille, mais je tenais à le dire. Je tenais à remercier. Voilà. Et peut-être dire, s'il n'y a pas de questions non plus, qu'il y a une édition qui sort. Donc, effectivement, cette exposition, enfin là, on est au temps 3, qui est le dernier, peut-être. Mais du coup, il y a eu plusieurs temps. Il y a eu le temps de votre recherche. Vous étiez en résidence, résidence de recherche et de création. Il y a eu donc tout le temps de production des pièces, il y a le temps de cette exposition, et vous y avez ajouté un autre temps qui est l'édition d'un livre d'artiste, qui du coup aussi n'était pas forcément prévu au départ, et vous avez eu envie de produire une édition, et je crois que ça a été... l'idée vous est venue du confinement et du fait de ne pas pouvoir, parce que l'exposition en fait, devait avoir lieu en avril dernier. Elle devait ouvrir au même moment en avril 2020. Et il y a eu tout ce temps d'attente avant que ce soit possible. Et pour combler, investir, penser ce temps dont vous avez été séparés, en plus, du coup, Charlotte, tu vis à Berlin, enfin en Allemagne, pardon, du coup, tu es repartie aussi, vous deviez être plus longtemps ensemble. Vous avez continué à échanger à distance et il y a eu ce projet-là qui est né. Alors, le projet était quand même prévu déjà initialement. Oui. Pardon, d'accord. Il devait juste être... on va dire finalisé après, vers la fin de l'exposition. D'accord, ok. Disons qu'il y avait vraiment dès le départ, par l'invitation à l'endroit de la recherche des artistes, et à un moment donné, ce moment de bascule qui, comme tu disais au départ, est venu très rapidement vers l'exposition, c'était aussi ce désir à un moment donné de se questionner avec les artistes
qui plus est à l'endroit d'un centre d'art contemporain, sur cette notion d'expérimentation, mais aussi cette notion de travail à l'œuvre et de recherche à l'œuvre. Et comment les deux sont, je dirais, indissociables, quelque part aujourd'hui, dans nombre de pratiques contemporaines. Et c'est le cas aussi, c'est ce qui pour moi était un petit peu l'intuition première en fait à la lecture des travaux respectifs des artistes. Il y avait d'une part cet aller-retour pour Charlotte entre la sculpture, mais quand même un intérêt pour la photographie. Pour Hélène, un intérêt pour la photographie, mais qui, dans ses œuvres, se traduit par des formes parfois sculpturales. Et quand même aussi à l'endroit de la recherche, cette même modalité de travail qui est celui de la recherche, de la collecte, du protocole, à un moment donné, et cette phase très longue, en fait, qui est en amont, en fait, de la production de toutes les pièces. Donc c'est beau, c'est quelque chose que tu as vu, toi, dans les dossiers d'Aja. Voilà, c'est là où j'ai identifié un petit peu ces lignes, c'est de prendre en compte qui formellement étaient totalement propres à chacune, mais qui, dans leur mise en œuvre, déjà avaient des lignes, des trajectoires communes, on va dire. Et du coup, cette proposition aussi d'accélérer le format, d'associer en fait recherche et création, très rapidement, on s'est dit, mais ce qu'on aimerait, c'est en fait exposer aussi, laisser une place dans l'espace d'exposition à cette dimension de la recherche. Donc au départ, on voulait plutôt réunir toute la documentation et voir aussi le temps qui est nécessaire pour la réalisation d'une publication et qu'elle se nourrisse pendant tout le temps de l'exposition. Donc en effet, les événements ont fait qu'on a, je dirais, un petit peu retourné les choses, mais finalement, avec aussi une autre forme d'exposition de la recherche dans ce document-ci, qui est venu du rebond, je dirais, au moment où l'exposition donc, devait ouvrir, vu qu'il y avait eu ce premier collage qui avait été réalisé pour le visuel. Enfin voilà, c'est une chose en enchaîne une autre et en enchaîne une autre, c'est aussi bien, je dirais, présent dans vos œuvres comme ça l'a été dans toutes les étapes et phases de l'exposition et du travail ensemble. Donc il y avait ce premier collage qui préexistait et très rapidement, lorsque l'exposition n'a pas pu ouvrir, alors qu'on commençait tout juste l'accrochage, on est reparti, on s'est dit, on a commencé les collages et si on en faisait d'autres. Et toutes les semaines, pendant la durée les 6 semaines où l'exposition devait avoir lieu initialement, on a posté, les artistes ont posté sur les réseaux sociaux du 3 Bicêtre, donc de nouveaux collages qui ont été réalisés. Donc on en avait 6. Et ici, cette publication, donc on a poussé encore plus loin ce travail-là. Et là, aujourd'hui, ce sont 12 collages qui sont réunis dans cette publication, avec toujours derrière la dimension de la recherche, là aussi, qui est un peu cachée. Donc voilà, qui fait un retour sur la manière de travailler des deux artistes. Et donc, qui a été fait avec les éditions de Poursuite. Et moi aussi, je vais enchaîner sur les remerciements. L'espace et l'antenne, la place, je ne sais comment on dit. Remercier, bien sûr, les artistes pour aussi cette aventure commune, pour votre confiance et votre complicité. Voilà, moi, je crois que ça a été, quand on voit en moins d'un mois ou moins de 3 semaines... sur 2 personnes qui ne se connaissent pas et qu'elles arrivent à finir la phrase de l'une de l'autre, c'est assez aussi rapidement. Quand je parle à l'une, j'ai l'impression que par transmission de pensée, je parle à l'autre automatiquement. Donc c'est assez bluffant et je pense que ça se ressent dans l'espace aussi d'exposition et dans les œuvres que vous avez réalisées. Te remercier bien sûr Hélène aussi, parce que tu nous as accompagnés. Finalement, notre première rencontre était aussi en février 2020, où déjà il y avait le désir de t'associer sur cette première conversation et sur la publication très rapidement, parce que tu as écrit aussi sur les premiers collages, donc dans la revue justement Point Contemporain. Remercier bien sûr toute l'équipe du 3 Bicêtre, qui c'est notre seul public ce matin, et merci à vous pour votre support et votre présence à nos côtés, et sans qui rien de tout cela aussi n'aurait pu être mis en place. Je peux peut-être rebondir pour faire écho à ce que tu dis, Diane, par une dernière question qui vient de la salle virtuelle, qui nous demande si cette très belle synergie aura des suites. Ah, bonne question. On l'envisage. On l'envisage, ouais. Complètement. C'est vrai. Et nous, j'espère aussi que c'est une exposition qui aura l'occasion de voyager, parce que je pense que autant elle a été pensée pour ces espaces, autant aussi dans un tout autre espace, je pense qu'elle pourrait tout à fait aussi donner lieu à d'autres configurations. C'est aussi ce qui est présent dans chacun des travaux des artistes. Et voilà, c'est quelque chose que je serais curieuse de voir dans d'autres contextes et dans d'autres arrangements, dispositions.
et propositions, voire agrémentées. Et le dernier remerciement, quand même, que je vais essayer de ne pas oublier, c'est bien sûr pour la région Sud aussi, et les éditions Poursuite, grâce au soutien duquel on a pu à la fois aller au bout de cette exposition, au bout de cette publication. Et le dernier mot de la fin sera pour Guillaume Lazo et Déborah Repetto Andy Patin. Merci. Yes. Merci à tous. Merci beaucoup. À qui l'on doit la captation, cette première expérimentation de visite conversation virtuelle au 3 Bicef. C'était une grande première aussi pour l'espace de diffusion en direct. Écoutez, merci beaucoup pour cette conversation, cette exposition qui est très belle. Donc Plaisir Solide, ça ouvre aujourd'hui. À partir de 14h, je crois que les gens peuvent venir. On espère qu'elle pourra s'inscrire avant de venir. Professionnel pour l'instant. Voilà. Et peut-être plus largement après. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. C'était un plaisir d'être avec vous pendant un an et d'échanger, de lire, d'apprendre. Merci beaucoup. Merci à toi.